Je l'avais vu, je l'avais senti. C'était ancré sur son visage, comme une gravure au bois. Comme une gravure au bois, comme un tatouage sur la peau, c'était ancré sur son visage. Je l'avais senti. Il ne se sentait pas bien. En plus de l'avoir senti, je l'avais vu. Son regard exprimait beaucoup de choses. Son regard exprimait beaucoup de choses, sa manière d'agir, sa manière de poser ses mains sur le rebord de la portière de la portière de la voiture, de regarder les immeubles dehors et de ne pas regarder à l'intérieur de la voiture. Sa manière de poser sa main sur ma main qui était sur la boîte de vitesse, quand je changeais de vitesse et que je passais en mode drive, que je, que j'avançais de plus en plus vite, sa manière de regarder autour de lui et de ne pas regarder à l'intérieur de la voiture, mais de encore une fois poser sa tête, poser ses mains sur le bord de la portière et poser sa tête sur ses mains, de regarder à l'extérieur. J'avais senti qu'il ne se sentait pas bien, qu'il ne se sentait pas bien à l'idée d'arriver à l'aquarium. On allait à l'aquarium de New York, l'un des plus grands aquariums du monde, mais j'avais senti qu'il ne se sentait pas bien. Ça se voyait en ses yeux qui me brillaient, ça se voyait en ses yeux qui brillaient, dans lequel se reflétait la lumière dans lesquels se reflétait la lumière de New York, et dans laquelle se reflétait surtout la lumière qui se reflétait contre les vitres, les parois et les grandes baies vitrées des immeubles. J'arrivais à voir tout New York dans ses yeux, et quand il se tournait vers moi et qu'il me regardait, l'expression que rejetaient ses yeux, l'expression que rejetait son visage, quand il se mordait la lèvre et qu'il se mordait les canines et les dents à l'intérieur, ce bruit que je pouvais entendre de ces canines qui se touchaient les unes contre les autres. Sa main qui serrait de plus en plus ma main sur la boîte de vitesse, je conduisais, je passais les vitesses une à une. Première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse. J'accélérais de plus en plus pour rouler de plus en plus vite, pour qu'il n'ait pas à supporter ça trop longtemps, mais il m'a regardé. Il m'a regardé et ça se lisait en son regard. Ça se lisait en son regard, Trent était mal à l'aise. Il était mal à l'aise, pas parce que j'étais au volant, ou pas parce que je conduisais, pas parce que je conduisais et que j'accélérais que j'allais de plus en plus vite. Il se sentait mal à l'aise parce qu'il savait qu'on allait aller à un aquarium. Et à un aquarium, il y a des animaux sous-marins. On va se retrouver sous l'eau, enfin, pas réellement sous l'eau, mais on va passer dans des tubes en verre et on va se retrouver sous l'eau. On va passer dans des tubes en plexiglas, on se retrouvera à des kilomètres de profondeur avec des animaux plus grands que nous, qui font une taille presque d'un immeuble dehors à New York, et on va se retrouver dans des tubes en verre, à des milliers de profondeur, à des milliers de kilomètres de profondeur, enfin, très très profond. Pas à des milliers de kilomètres, mais c'est une image pour montrer qu'il ne se sent pas bien. Il m'a regardé et j'ai senti qu'il était vraiment angoissé. J'ai posé ma main ensuite sur la sienne quand il a posé sa main sur la mienne, que j'avais ma main justement sur la boîte de vitesse et que j'étais en train de passer les vitesses les unes après les autres. C'était une boîte de vitesse automatique. J'avais mis sur drive et j'étais en train de conduire. J'étais en train de conduire plus ou moins normalement. À un moment, j'ai accéléré, il m'a regardé. Il m'a souri, mais j'ai vu que son sourire était simplement une forme. Son sourire était simplement pour lui une forme pour se rassurer. C'était une forme. C'était simplement pour lui une forme de protection pour se rassurer. Son sourire, c'était simplement une forme de protection pour pouvoir se rassurer, pour pouvoir se rassurer davantage. J'ai fait la même chose, je lui ai souri et il m'a regardé. Il a regardé par la fenêtre encore une fois. Il a chipoté un peu à la fenêtre pour ouvrir la fenêtre et fermer la fenêtre. Il a chipoté à l'interrupteur, a mis sa main alors. Il a mis ensuite sa main sur la portière, là où on pouvait ouvrir la portière, et je l'ai regardé. J'ai posé ma main sur sa cuisse, j'ai posé ma main sur sa jambe et il m'a regardé. Il m'a observé. J'ai senti qu'il se sentait plus rassuré si je gardais ma main là. Je l'ai gardé pendant tout le voyage, et une fois que je me suis garé, j'ai retiré le volant circulaire, le volant rond, et je l'ai donné à Morgane à l'arrière. Je lui ai demandé de me passer l'autre volant, que j'ai accroché, celui qui faisait la taille d'une manette de jeu. Je l'ai accroché, nous sommes sortis, et quand on est sorti, j'ai vu que Trent fixait. Il fixait sans relâche, j'ai vu qu'il fixait même en marchant, qu'il fixait justement le nom de l'aquarium écrite sur une grande pancarte blanche, juste au-dessus de nous. Je lui ai demandé si tout allait bien. Il m'a serré la main, s'est rapproché de moi et a dit oui, oui, tout va bien. On est arrivé à l'intérieur, une jeune femme nous a accueillis, et quand on s'est retrouvé sous l'eau, j'avais l'impression de. Quand on s'est retrouvé sous l'eau, en regardant le regard de Trent,
J'avais l'impression d'étouffer, comme lui. Lui aussi. Lui aussi avait l'impression d'étouffer. Parce que je voyais ça à son regard qui soudain n'était plus pétillant. Il n'était plus pétillant de lumière, mais soudain, en regardant les animaux marins au-dessus de lui, son regard était devenu complètement noir, complètement sombre. Ça se voyait dans ses yeux, ça se lisait dans ses yeux qu'il n'était pas à l'aise, qu'il avait même peur. Quand on était dans l'aquarium, j'ai proposé à Trent de descendre. J'ai proposé à Trent de descendre quand on était à l'aquarium. Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai demandé pour aller au restaurant. On peut boire un verre, on pourrait s'installer, manger. On est descendu au restaurant et il y avait plein de monde. J'ai regardé le monde et j'ai regardé Trent. Je lui ai demandé est-ce que ça te va? Il m'a regardé et j'ai vu que Trent tenait son pendentif. Jamais je n'ai vu Trent aussi angoissé. Jamais je n'avais vu Trent aussi angoissé. Un moment, je l'ai vu tenir son pendentif, un pendentif avec une croix au bout. C'était un pendentif en or. Je l'ai regardé et je lui ai dit quelque chose ne va pas. Ça ne va vraiment pas, je vois que tu tiens ton pendentif. J'ai passé ma main dans son dos et il a levé la tête. Et il m'a rien dit, il a simplement levé la tête et a regardé sur le côté. Une pieuvre gigantesque, noire, un peu rouge, était en train de s'accrocher à la vitre. La moindre de ses tentacules mérissait le poil, moi aussi. Je la regardais et elle s'accrochait. Elle se déplaçait. Un moment, j'ai pu voir son œil noir. Je suppose que Trent la regardait aussi. Certaines personnes ne savent pas décrocher du regard ce qui leur fait peur. Certaines personnes évitent. Un moment, j'ai regardé Trent et il ne savait plus à décrocher du regard. Une serveuse est arrivée et nous a demandé où est-ce que je peux vous installer. J'ai regardé la serveuse habillée tout en noir avec le symbole de l'aquarium et du restaurant de l'aquarium. Je lui ai dit à une table. J'ai regardé Trent et quand j'ai dit à une table, j'ai regardé Morgan. J'ai regardé Morgan mais surtout Trent. J'ai- Quand j'ai dit à une table, je lui ai dit s'il vous plaît, vous n'avez pas une table loin de cet espace de l'aquarium, loin de la baie vitrée. La jeune femme nous a accompagnés à une table avec à l'intérieur une grande table en métal et un espace pour les cuisiniers. Les cuisiniers avaient tous deux couteaux et avaient tous une sorte de plaque en métal qu'ils pouvaient tenir, une spatule en métal qu'ils pouvaient tenir pour ramasser les poissons. Devant nous, les cuisiniers cuisinaient. Les chefs cuistots cuisinaient du poisson devant nous, les faisaient frire. Ça sentait le poisson brûlé, une odeur que j'apprécie encore fort. J'avoue que j'aime bien, j'avoue que certaines odeurs de nourriture, il y a certaines odeurs de nourriture que j'aime bien, je l'avoue. Celle-ci fait partie de mes préférées, le poisson cuit. Le poisson cuit et le poisson grillé fait partie de l'une de mes odeurs de cuisine préférées. On s'est installé là, je me suis installé près de la vitre, et Trent s'est installé près des cuisiniers, juste à côté de moi, et Morgan s'est assis juste à côté de Trent, de l'autre côté. La serveuse est arrivée, et nous a mis alors 2 thés glacés devant nous. Elle a mis 2 thés glacés et en a apporté un autre, un thé noir. Pour nous, c'était un thé nature. Pas un thé vert, pas un thé au citron, pas un thé au gingembre. Un thé nature. Presque un thé qui ne goûte rien, avec des feuilles tout au fond, des glaçons, de la glace pilée et une paille. La jeune femme nous a regardé avec. Elle a posé la paille en métal. Ce n'était même pas une paille en métal comme chez moi, c'était une paille en bambou. Je l'ai regardée et j'avais hésité à mettre ma bouche dessus avant de boire. La paille en bambou qu'il y avait dans le verre, la paille en bambou qu'il y avait juste dans le verre pour pouvoir boire le thé, avait un petit embout comme le bout d'une flûte. Et j'ai regardé cette paille et finalement j'ai bu. Morgane m'a regardé en me demandant comment ça allait. Je lui ai dit que pour moi tout allait bien, que je me préoccupais beaucoup plus de Trent. Morgane a regardé Trent et il m'a dit mais il a l'air de bien aller. Et j'ai regardé Morgan et je lui ai dit ça fait quand même depuis une demi-heure qu'il est en train de fixer la paroi en métal. Ça fait quand même depuis une demi-heure qu'il est en train de fixer la paroi en métal et qu'il essaye d'éviter du regard le poisson, qu'il est en train d'essayer d'éviter du regard le poisson, l'énorme poisson qui passe à côté de lui. Je pense qu'il aime pas cet endroit. Morgan m'a regardé et a dit oui mais on a promis de venir ici. J'ai haussé les épaules, j'ai dit oui je sais qu'on a promis de venir ici, mais regarde Trent, il est dans tous ses états. Il aime pas cet endroit. Il évite de regarder la grande baie vitrée sur le côté. Il y a un requin blanc qui vient de passer, j'ai vu qu'il s'est un peu refermé sur lui-même. Quand la pieuvre est partie et s'en est allée et que ses tentacules se sont décrochés de la vitre, j'ai vu qu'il m'a regardé moi. Il est embêté, je pense, il ne se sent pas bien.
Ensuite, les cuistots devant nous ont commencé à cuire du poisson et nous ont servi sur une plaque en bambou, des poissons qui avaient été coupés, divers morceaux de poisson. J'ai regardé les assiettes qu'ils avaient préparées. Les assiettes étaient belles, colorées, de différentes couleurs, et brillaient à cause des lumières de l'aquarium qui passaient encore au-dessus des restaurants. On est allé au bar, et au bar, heureusement, au-dessus du bar, il y avait une sorte de Au-dessus du bar, il y avait une sorte de muraille en plastique noir qui passait juste au-dessus. Il y avait une sorte de muraille en plastique noir et en métal noir qui passait juste au-dessus de nous. On s'est assis au bar et il y avait une lampe. Il y avait une lumière bleue un peu blanche. On s'est assis là et Une barmaid est arrivée. Elle nous a servi Elle nous a servi à boire. Je l'ai regardée et je lui ai dit tout sauf de l'eau. Servez-nous quelque chose, mais tout sauf de l'eau. Elle m'a regardé et elle nous a dit pourquoi vous aimez l'alcool? J'ai dit non. C'est simplement que mon copain qui est assis ici n'aime pas trop les aquariums. Alors servez-nous quelque chose qui pourrait nous détendre. Un whisky, un scotch, quelque chose de dur et fort. La barmaid nous a regardés. Elle a regardé dans les alcools derrière elle, elle a bougé les bouteilles et finalement a posé 3 verres devant nous. Elle nous a servi quelque chose de dur et fort comme j'avais demandé. Un scotch, un whisky, un bourbon, quelque chose comme ça. Qu'elle a mélangé avec une sorte de coulis à la framboise et à la fraise qui était rouge, donnant un aspect beaucoup plus rouge, donnant un aspect sanglant à cette boisson. On est resté là quelques minutes et on a bu. On a bu ensemble. Une fois que Une fois que Trent se sentait détendu, je lui ai demandé. Il m'a pris la main et a dit qu'il se sentait détendu. S'est tourné vers la grande baie vitrée là où il y avait les poissons qui étaient dans l'eau. Il a regardé un grand requin passer. Il l'a regardé et a dit c'est bon, je me sens ok pour continuer la visite. Alors que peu à peu, sous l'eau, je sentais ses tentacules se refermer autour de moi. Je sentais ses longues tentacules se refermer autour de moi peu à peu. J'arrivais à sentir sa peau visqueuse. J'arrivais à sentir sa peau visqueuse peu à peu me resserrer, me serrer, me resserrer toujours plus fort. J'agonisais, je n'arrivais plus à parler. Plus aucun mot ne sortait de ma bouche. Plus rien. J'étais silencieux et je criais. Je criais. J'étais à des milliers de kilomètres de profondeur. J'étais à des milliers de kilomètres de profondeur. Et je voyais le récif. Je voyais le récif et les profondeurs de l'océan. Je sentais ces tentacules humides et visqueuses, qui étaient sur moi, sur mon corps. Je sentais mes vêtements se déchirer à cause de la pression. Je sentais mon jeans se déchirer à cause de la pression. Sous l'eau, je sentais mes poumons se remplir d'eau petit à petit. Je sentais mes poumons se remplir d'eau, j'agonisais. Je criais et je voyais les bulles d'air. Les derniers instants qui sont restés devant moi, les derniers instants qui sont restés gravés devant moi, ont été les derniers moments où j'ai vu les dernières bulles d'air de mes cris, les dernières bulles d'air de ma respiration remonter à la surface. La dernière chose que j'ai vue est un récif profond, un récif noir. La dernière chose que j'ai vue, c'est son œil noir et mon reflet dedans. La dernière chose que j'ai vue, c'est sa tête. Je l'ai vu ouvrir grand sa bouche. J'ai vu son bec juste en dessous de ses tentacules. J'ai vu son bec juste en dessous de ses tentacules, sa bouche grand ouverte. J'ai alors vu de l'encre entourer partout autour de moi l'eau où je pouvais encore apercevoir au-dessus les bateaux. Juste au-dessus de moi, je pouvais encore apercevoir les bateaux, les périphes, les grands bateaux, les bateaux de pêche, les petits bateaux. Je pouvais les apercevoir partout autour de moi, mais quand elle a craché son encre, je ne pouvais plus rien apercevoir. L'eau est devenue noire comme dans un encrier. Juste au-dessus de moi, un cargo a commencé à lâcher du goudron, a commencé à lâcher du goudron et du pétrole. L'eau a commencé à sentir mauvais. L'eau a commencé à sentir comme de l'essence. Je me sentais prisonnier, je ne pouvais plus remonter à la surface. J'avais l'impression que quand je nageais, je commençais à tomber beaucoup plus profond, toujours plus profond, et cette chose me rattrapait. Je sentais ses tentacules qui arrivaient derrière moi, et je m'efforçais de nager vers le haut. Je m'efforçais de nager vers le haut. À ce moment-là, Trent est tombé de son lit. Il a commencé à crier, à hurler, enfermé dans un coin, juste,
enfermé dans un coin, juste en dessous de la chaise du bureau de Sam, juste en dessous du bureau de Sam. Sam l'a rattrapé, a commencé à le prendre par les épaules, et lui a demandé ce qui s'est passé. Il lui a demandé ce qui s'est passé. Il était en train de lui décrire une pieuvre. Il était en train de décrire une pieuvre et ses tentacules énormes, une pieuvre noire et aux reflets rouges, comme celle qu'on avait vue. Une pieuvre noire aux reflets rouges avec des yeux noirs comme celle qu'on avait vue à l'aquarium. Il était en train de nous décrire exactement ce qu'on avait vu. Sauf que cette fois-ci, c'était lui qui était dans l'eau, enfermé par de l'eau noire. Elle venait de cracher. Elle venait de cracher son Elle venait de cracher son encre un peu partout, comme enfermée dans un encrier, m'a-t-elle dit. Il m'a regardé et je l'ai pris. Je l'ai pris avec moi, je l'ai remis sur le lit. J'ai commencé à lui caresser le dos. Sa respiration, sa respiration, à peu, envahit tout son corps. Une respiration lente et calme. Il m'a regardé, s'est tenu contre moi. S'est tenu contre moi et sa respiration lente et calme a fini par envahir son cœur, a fini par envahir ses poumons qui respiraient lentement. Il est resté et s'est endormi. Mais je sentais encore ses battements de cœur qui allaient très très vite. Ma main sur son torse, je suis resté près de lui. C'était une terreur nocturne. C'était une terreur nocturne et rien de plus. Je suis resté là, à lui murmurer dans l'oreille que j'étais près de lui, que je prenais soin de lui, que même s'il le fallait, je plongerais dans ce vilain cauchemar avec lui. Je plongerais dans cette terreur nocturne. Je plongerais dans ce mauvais rêve. Juste au-dessus de lui, j'ai accroché mon chat. Juste au-dessus de lui, j'ai accroché mon chasse-cauchemar. J'ai accroché mon attrape-rêve juste au-dessus de lui. Un attrape-rêve indien avec des plumes. Je l'ai accroché juste au-dessus de lui. Je l'ai regardé dormir et je me suis mis juste en face. Je me suis mis juste en face, j'ai regardé l'attrape-rêve avant de m'endormir. Je l'ai regardé longtemps. Ensuite, je me suis endormi. Le lendemain matin, il s'est réveillé. Il s'est réveillé tout autant effrayé. Je lui ai dit que tout allait bien, que j'avais accroché ça pendant la nuit, que pendant la nuit, il était tombé du lit et qu'il avait eu une phase d'éveil où il m'avait tout raconté. Mais sinon, quelques minutes plus tard, il s'était réendormi. En pleine nuit, je me suis réveillé, j'ai mis un jeans et j'ai réveillé Morgane. Morgane s'est réveillée et a mis un jeans aussi. On a mis un t-shirt, moi j'ai mis un t-shirt gris et Morgane a mis un t-shirt blanc. On est allé dans le salon. On est allé dans le salon et on a vu Trent allongé. Il regardait le ventilateur au-dessus de lui. Au-dessus de lui, il regardait le ventilateur et le lustre. Il regardait le lustre qui était éteint et le ventilateur qui était en train de tourner. Un ventilateur en bois avec 6 hélices. Et au deuxième étage, de l'autre côté, mais toujours au-dessus de lui, il était en train de regarder le bureau de mon père, qui était pourtant fermé, mais qui était tout vitré. Il pouvait voir à l'intérieur et regarder l'autre ventilateur avec 8 hélices, toujours en bois. On est arrivé à côté de lui. J'ai servi un verre d'eau. J'ai servi un verre d'eau à Trent. Je l'ai regardé et je lui ai dit: qu'est-ce qui se passe? Je me suis assis sur la table et non pas sur un fauteuil. Non pas sur le fauteuil avec lui, je me suis assis sur la table afin de lui laisser de l'espace. Morgane s'est assis à côté de lui et a demandé: qu'est-ce qui se passe? Morgane s'est alors un petit peu reculé et a pris le verre d'eau sur la table pour lui donner. Et il lui a mis en main en lui disant de boire un peu. Trent a bu. Trent a bu un peu dans son verre d'eau et l'a reposé sur la table. Il a expliqué alors son rêve dans les moindres détails. C'était tellement précis que j'avais l'impression d'y être. C'était tellement précis que j'avais l'impression d'y être. De temps en temps, je tournais la tête quand il nous racontait tout ça pour voir si on était toujours à New York. Je voyais la ville de New York éteinte, mais bel et bien la ville de New York. Les tours, les lumières, le pont de Brooklyn. J'arrivais à voir la Statue de la Liberté tout au fond. J'arrivais à voir le fleuve Hudson qui passait au milieu de New York. J'arrivais toujours à apercevoir la ville de New York, mais c'était tellement précis que j'avais l'impression d'y être. J'avais l'impression d'y être, de ressentir l'eau, de ressentir la pieuvre autour de moi, de ressentir mes vêtements qui se déchiraient, la pression de l'eau. J'avais l'impression d'y être. Il nous décrivait ça avec une telle précision que je me suis dit qu'il devait avoir eu tellement peur. J'ai regardé, alors moi aussi j'ai commencé à regarder le plafond. Je me suis assis à côté de lui. Je me suis assis à côté de lui et je lui ai dit, en regardant le plafond et en regardant les hélices du ventilateur qui tournait, que j'avais allumé les lumières. J'avais allumé les lumières juste après. Juste après une telle précision, juste après qu'il nous avait raconté son rêve, ou plutôt son cauchemar. J'ai allumé les lampes, les lumières,
J'ai allumé les lampes dans la cuisine et je l'ai regardé. Je suis venu à côté de lui. On est allé dans la cuisine. On s'est servi un verre. Enfin, j'ai servi un verre. J'ai servi un verre à Trent et à Morgan. Et je lui ai dit, pourquoi t'as peur des pieuvres? Trent avait un peu honte. Trent avait un peu honte de nous expliquer ça. Il nous a regardés et a dit que c'était complètement stupide. Je me suis mis à côté de lui et je lui ai dit, écoute, la raison ne peut pas être stupide d'une peur. Moi j'ai vécu un traumatisme. Morgan, lui, pas encore. Je sais même pas s'il a peur de quelque chose. Morgan nous a regardés en haussant les épaules et a dit, si, j'ai peur de quelque chose, si. Morgan m'a regardé et a dit, moi j'ai peur d'une seule chose, c'est vraiment les parkings. Ça me fout la trouille. Les parkings, ça me fout la trouille, j'ai vraiment l'impression que le toit s'effondre sur nous. J'ai l'impression que plus j'avance dans des parkings, c'est pour ça que je me gare tout le temps à l'extérieur. J'ai peur de ça, moi. J'ai regardé Trent et j'ai dit, tu vois, ça peut pas être stupide. Moi j'ai vécu un traumatisme, maintenant j'ai peur des armes. Maintenant j'ai peur des armes, même si je porte un Colt dans ma poche, c'est juste pour me, c'est juste pour me rassurer, pour me sentir, pour me sentir en sécurité que je fais ça. Mais j'ai peur des armes. Jamais tu me verras avec une mitraillette ou un vrai fusil, un vrai calibre en main. Un Colt, oui, parce que c'est un fusil de poche. Donc il est tout petit. Il ne me fait pas peur. Mais tu vois, aucune des situations qui nous font peur, moi et Morgan, n'est stupide, alors explique. Il nous a expliqué qu'un jour, quand il était jeune, il était à la plage avec sa mère et avec ses sœurs. Avec ses deux sœurs, il était à la plage. Et un jour, il a commencé à nager. Il voulait nager jusqu'à un bateau pour pouvoir nager en dessous du bateau et passer sous la coque. Mais il a nagé tellement loin et tellement profondément qu'en passant en dessous de la coque du bateau, il ne s'imaginait pas que la coque s'enfonçait tellement profondément dans l'eau pour pouvoir faire flotter le bateau. Il a croisé une pieuvre qui s'est encerclée autour des hélices à l'arrière, et non pas autour de lui. Il en a fait une crise d'asthme. Il en a fait une crise d'asthme et a commencé à couler. Heureusement que la personne sur le bateau a plongé et a vu qu'il se noyait, et que quelque chose, une ombre, commençait à tomber. Depuis, il a peur des pieuvres, et il n'a plus jamais été nager si profond. On l'a regardé, et il y a un silence qui s'est installé. Avant de dire quoi que ce soit, il fallait que je réfléchisse, ou que je tourne cette fois ma langue dans ma bouche. Je l'ai regardé et je lui ai dit. Je l'ai regardé et je lui ai dit, tu vois, comme moi c'est un traumatisme. Comme moi c'est un traumatisme, et je lui ai dit que tous les traumas se réveillaient un jour. Tous les traumas allaient se réveiller un jour. Moi un jour, qui sait, peut-être qu'ils vont dire aux informations qu'ils ont arrêté la personne qui m'a fait ça. Tous les traumas se réveillent un jour, c'est comme une ancienne peur. Ça revient. J'ai pris, j'ai pris alors ma- J'ai pris alors mon GSM, j'ai ouvert Spotify, j'ai allumé la première télé, j'ai relié mon GSM à la première télé, j'ai mis un faux feu de bois sur la deuxième télé, j'ai descendu le faux feu de bois, presque contre le sol, comme pour montrer qu'il y avait une fausse cheminée. On entendait crépiter le bois, ça a relaxé Trent. Et j'ai mis une musique qui je savais allait faire du bien à Trent, Beautiful Trauma de Pink. L'album s'est affiché en grand, Beautiful Trauma, un traumatisme magnifique. Ça l'a relaxé, on a commencé à écouter de la musique et à boire un verre. Pas jusqu'à minuit ou pas jusqu'à 22h, pas jusqu'à 23h. Juste boire un verre, le temps d'un verre, le temps qu'il soit fini. Et ensuite, tout était fini, on est rentré dans ma chambre et on a fermé la fenêtre et la lumière. Ce soir-là, je lui avais expliqué que tout traumatisme remonte à la surface un jour. C'est comme un enfant qu'il faut éduquer. Ça reste à l'intérieur de nous comme une vieille cicatrice. Mais un jour, elle s'enfle, elle s'ouvre, et les agrafes qu'on a mises dessus pour la fermer cassent. Elle casse, elle pète et elle s'ouvre, et le traumatisme ressort. Parfois on en fait des rêves, parfois on en fait des dessins, parfois on en parle et on en crée une discussion. Ce matin-là, Trent était encore en train de réfléchir. Je suis arrivé à côté de lui et je lui ai dit, c'est bien toi qui m'as dit de combattre le feu par le feu, de toujours combattre tes peurs par tes peurs, de toujours combattre tes insécurités par tes insécurités, bref, de toujours tout combattre par le feu.
Il m'a regardé et s'est tourné, a déposé le livre qu'il avait en main. Il l'a déposé sur la table et m'a dit: oui, c'est bien moi qui t'ai dit ça. Toujours combattre tes insécurités par tes insécurités, tes peurs par tes peurs, le feu par le feu. C'est la meilleure manière de le faire. Je l'ai pris par la main, je l'ai levé. Il s'est levé et m'a regardé. Il m'a dit: wow, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai regardé et je lui ai dit: aujourd'hui, on va chez vous, Mud. Je vais te montrer quelque chose. Tu vas combattre ta peur par ta peur. Tu vas combattre ton insécurité par ton insécurité. J'ai vu qu'il m'a regardé, pas très rassuré. Une fois qu'on est arrivé chez Womed, je lui ai dit: Womed m'a envoyé un message hier soir, mais je t'ai laissé dormir. Je t'ai laissé dormir, mais ils m'ont envoyé un message hier soir. Ils ont un petit organisme, et ce petit organisme ressemble à ça. On dirait une mini-pieuvre, non, tu trouves pas? Je lui ai montré la photo sur mon smartphone, et il s'est avancé. J'ai vu qu'il avait un regard inquiet. Il avait un regard inquiet, et quand il m'a regardé, son regard inquiet a disparu. Je me suis approché de lui et je lui ai dit: t'inquiète, ils sont inoffensifs. Ils ont même pas encore de nom, ils appellent ça simplement le projet 17. Ils ont appelé ça projet 17 ou projet 777. Ils savent pas encore comment est-ce qu'ils vont appeler ça. Pour le moment, leur nom de synthèse, c'est projet 17. Et pour le moment, le nom sur lequel ils hésitent, c'est projet 777. On sait pas encore. En tout cas, eux ne savent pas. Mais tu trouves pas que ça ressemble à une mini-pieuvre? C'est complètement inoffensif et en plus, ça a des bienfaits pour l'être humain. Il m'a regardé et il m'a dit: ok, je te suis. Une fois arrivé chez Wood, on est arrivé devant le même laboratoire encore une fois. Lorsqu'on nous a ouvert les portes, une femme nous a accueillis. Elle nous a demandé: vous venez pourquoi? J'ai montré une photo de la mini-pieuvre et je n'ai même pas eu à dire: on vient pour Wood pour tester. Elle a regardé mon GSM, elle a regardé la photo et elle a dit: ok, suivez-moi. On est arrivé dans une salle blanche. Partout, il y avait des petits aquariums autour de nous, avec ces petites choses. À ce moment-là, j'ai vu que Trent ne se sentait pas rassuré. Il regardait les petits aquariums, soit de très près comme s'il était très intéressé, soit de très près comme si ces choses le dégoûtaient, le répugnaient. Je l'ai regardé et je lui ai dit: avance, ne prête pas attention. Un moment, il a voulu baisser les yeux. Simplement pour arrêter de regarder les aquariums. Mais juste en dessous de lui passait une image de ces petites choses. Juste en dessous de lui passait une image de ces petites choses qui se regroupaient en rang. Elles se regroupaient en rang, en banc, en bande, et elles passaient juste en dessous de nos pieds. Il y avait un aquarium très fin. Il ne suffisait que de quelques centimètres d'eau pour qu'elles puissent y vivre. Elles étaient toutes petites. Elles faisaient la taille d'une main. Elles étaient toutes petites. Pas la taille d'une main de bébé, la taille d'une main d'adulte. Par exemple, comme moi, la taille d'une main d'adulte qui a 27 ans. Ces choses étaient petites, elles n'étaient pas énormes comme une vraie pieuvre. Elles étaient transparentes surtout parce qu'elles vivaient dans le noir. Elles vivaient dans le noir, souvent sous les rochers. C'est pour ça qu'il y avait plus de rochers que d'eau. Tout autour de nous, on a avancé, et à un moment, il y avait un laboratoire avec plus de rochers que d'eau, mais un petit fond d'eau de quelques centimètres. Ces choses allaient se terrer dans les rochers et revenaient de temps en temps. Elles n'avaient pas d'yeux, c'est pour ça qu'elles se cognaient contre les vitres. C'était assez drôle. L'un des, l'un des laborantins est arrivé vers moi et m'a demandé pourquoi est-ce que mon copain se comportait comme ça. Pourquoi est-ce qu'il regardait comme ça les vitres nerveusement. Je lui ai expliqué qu'il n'aimait pas trop les pieuvres, que c'était un peu l'une de ses phobies, l'une de ses peurs. Trent est retourné et a dit: c'est pas une phobie, c'est une peur. J'ai peur. Je me suis retourné de lui et je lui ai dit: ok, si tu veux, c'est une peur. Mais une phobie, c'est une peur irrationnelle. Il m'a regardé, a haussé les épaules et a continué à regarder ces petites choses. Finalement, ça l'amusait. Finalement, ça l'amusait que ces choses soient aveugles et se cognent contre les vitres. Elles repartaient se terrer à l'intérieur de toutes les pierres qu'on avait posées dans leur aquarium. De temps en temps, elles se cognaient même contre les pierres. Elles n'avaient pas d'œil pour voir. Elles n'avaient pas d'œil pour voir, même pas un seul. Ou elles n'avaient même pas d'œil, simplement qui était aveugle. Elles n'avaient rien. Simplement, c'était un organisme qui ressemblait à une pieuvre avec des tentacules. Et ils étaient transparents, parce qu'ils n'étaient pas exposés à la lumière du jour. Le laborantin en a sorti un de l'eau et l'a approché de Trent. Trent a dit: non, ça va, je veux pas le tenir, je veux pas le tenir.
avec une petite bassine d'eau toute plate avec un petit centimètre d'eau. Il l'a posée dedans et ce petit organisme l'a regardé. Ce petit organisme l'a regardé. Il s'est levé vers lui. Enfin, il ne l'a pas regardé parce qu'il n'a pas d'yeux, mais il s'est levé vers lui en s'appuyant sur ses tentacules. Trent avait l'air un peu angoissé, je me suis mis près de lui. J'ai pris cette petite chose et j'ai montré à Trent, je lui ai dit tu la trouves pas magnifique, tu la trouves pas magnifique? Ça sentait un peu l'eau de mer, ça sentait un peu l'eau de mer, mais bon. J'ai regardé cette chose, on avait l'impression d'avoir en face de nous une méduse. Quand je l'ai regardée, Trent finalement l'a regardée aussi et a dit si, quelque part si. Mais c'était amusant qu'elle se cogne un peu partout et qu'elle ne repère pas vraiment l'endroit dans lequel elle se trouve. Le laborantin indique qu'ils avaient des bienfaits pour pouvoir. Le laborantin indique qu'ils avaient des bienfaits que quand on plonge sa main dans un bassin, ou qu'on plonge dans un bassin avec eux, elle se frotte contre notre peau, ça a des bienfaits pour le mental, ça a des bienfaits pour notre respiration, pour notre cœur. Pour notre cœur, notre respiration, notre mental, notre système immunitaire, notre peau. Ça a des bienfaits pour à peu près tout dans le corps. On a regardé ça pendant des heures. Et j'ai demandé à Trent, après quelques heures passées dans le laboratoire, est-ce que tu te sens mieux? Il a regardé ces choses avec le sourire, ça l'amusait. Ça l'amusait encore une fois qu'elle se cogne partout. Et il s'est tourné vers le laborantin en disant c'est bon, je crois que ma peur est partie. Je crois qu'en confrontant ma peur, t'as eu raison. Sa peur était partie. J'ai même eu l'impression à un moment qu'il allait peut-être en acheter une. Finalement, ce que j'imaginais est arrivé. Trent s'est retourné et a regardé un laborantin. Le laborantin l'a regardé et Trent a dit ça coûte combien? S'appuyant un peu contre un espace vide. Les aquariums là-bas ne ressemblaient pas à des aquariums dans lesquels on met des poissons exotiques. Les aquariums là-bas ressemblaient à des grandes baies vitrées dans lesquelles, à l'intérieur de ces grandes baies vitrées, il y a une cage en verre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rochers. Il y a beaucoup de rochers, des grosses roches noires qu'on a été rechercher un petit peu partout, le long des côtes, le long des plages, le long des baies, le long des baies, le long des plages, le long de plages secrètes, ou encore dans des îles. On va chercher des rochers noirs un peu partout. La plupart des rochers étaient des roches volcaniques pour pouvoir alimenter ces petites choses. Ces petites choses se nourrissent de bactéries accrochées aux roches volcaniques. Trent s'est appuyé contre l'une de ces cages en verre, et par terre, au sol, à l'intérieur de ces cages en verre, il n'y avait que quelques centimètres d'eau pour qu'elles puissent se déplacer. Elles se déplaçaient sur leurs tentacules et pas en nageant, pas en nageant comme une, pas en nageant comme une pieuvre en faisant aller leurs tentacules. Elles marchaient en quelque sorte. En quelque sorte, elles marchaient. Elles se déplaçaient sur leurs tentacules. On regardait le nombre d'énormes pierres qu'il y avait, et ces petites choses se déplaçaient dans l'eau. On pouvait les voir et les apercevoir avec la ligne d'eau qu'elles déplaçaient et qu'elles laissaient derrière elles en se déplaçant. Trent s'est alors appuyé contre l'une des vitres. La vitre était mouillée à cause de la condensation. À l'intérieur, il y avait un climat tropical qui était alimenté à un certain degré. Et à l'extérieur, la vitre était mouillée, autant qu'à l'intérieur. Trent a alors glissé, mais s'est rattrapé. Il s'est rattrapé et a demandé ça coûte combien l'une de ces choses? Le laborantin l'a regardé et a commencé à chercher. Il a levé les yeux et a dit ça doit coûter dans les millions d'euros. Trent, fasciné, soudain fasciné, Trent s'est mis alors accroupi, regardant le niveau d'eau qui était très bas, et ces petites choses se déplaçaient. Je l'ai regardé et je lui ai dit qu'est-ce que tu regardes comme ça? Il m'a regardé avec un vrai sourire, pas un simple sourire au coin des lèvres, un vrai sourire, et il m'a dit cette petite chose, tu penses que tu me peux prêter de l'argent ou que tu peux vendre des choses qui sont à ton père pour pouvoir en acheter une? Je l'ai regardé, je me suis mis accroupi à côté de lui et je lui ai dit tu en veux réellement une? Tu en veux une dans un petit bocal? À un moment, un laborantin a dit si vous avez 20 000 euros, parce que c'est le prix de cette chose, ça peut varier. Ça peut aller de 20 000 à 100 000, ça peut aller de 1000 à 30 000, ça peut aller de 40 000 à 60 000, ça peut aller de 70 000 à 80 000. Ça dépend celle que vous voulez. Ça dépend la race. Il y a plusieurs races. Certaines sont colorées, certaines ne sont que blanches. Trent a dit je veux celle qui est blanche. Le laborantin a leur ouvert une porte vitrée sur le côté et a dit vous avez de la chance, c'est celle qui est la moins chère. 10 000 euros.
J'ai haussé les épaules et j'ai dit c'est quand même assez cher. J'ai regardé le laborantin et le laborantin a dit je veux dire c'est la moins chère par rapport aux autres. Celle-ci, une orangeâtre avec des taches un peu comme un léopard, était en train d'aller se cacher dans un rocher. Et il a dit celle-ci qui vient d'aller se cacher dans un rocher coûte 60 000 euros. Par rapport aux autres, c'est la moins chère. L'autre qui est là-bas, qui est un peu bleue, avec une ligne jaune, celle qui est un peu bleue avec une ligne jaune et avec un point orange sur le visage, celle-ci, celle-ci coûte 80 000 euros. Donc vous avez choisi la moins chère. Trent s'est levé et on lui a apporté alors une petite cuve avec à l'intérieur un petit fond d'eau. On avait récupéré la petite transparente et on l'a poussée à l'intérieur avec une petite plaque en métal. Un moment, on l'a apporté à Trent et on lui a dit voilà, vous pouvez payer maintenant ou alors vous pouvez payer plus tard. J'ai payé maintenant, j'ai glissé ma carte et on a fait le paiement. Une fois que le paiement était fait et que le liquide avait été versé sur le compte de Womed, on est reparti. Dans la chambre, chez moi, Trent était en train de regarder sa petite chose. Il était en train de regarder sa petite chose et je me suis mis à côté de lui et je lui ai dit bon, comme tu sais pas comment ça s'appelle, est-ce que tu vas l'appeler simplement pieuvre ou tu veux lui trouver un petit nom? Parce que pour le moment, dans le laboratoire, même s'il en est sorti, pour le moment, ce n'est qu'un projet, le projet 777 ou le projet 17. Est-ce que tu vas lui trouver un petit nom? Il s'est assis sur le bord de mon lit, il m'a regardé et a dit non, je crois pas. Je crois que le petit nom que je vais lui trouver, ce sera simplement Misty. Misty, je l'ai regardé, Misty, comme, comme Misty Day dans American Horror Story Coven. Il a haussé les épaules et a dit j'ai pas encore vu cette saison. J'ai pas encore vu cette saison, mais oui, comme Misty Day dans American Horror Story. Il savait qui c'était, il savait quel personnage de fiction c'était, mais n'avait pas encore vu la saison 3. Je l'ai regardé et je lui ai dit ok, bah dis bonne nuit à Misty Day. J'ai haussé les épaules et j'ai dit bah dis bonne nuit à Misty Day. Moi, je vais dormir dans la chambre. Je vais dormir dans la chambre d'amis avec Morgane. On a envie un peu de te laisser seul, le temps de digérer tout ce que tu as vu. Il s'est enfermé alors seul. Il s'est enfermé alors seul avec Misty, sa petite pieuvre qu'il avait en face de lui. Quand je suis revenu et que je voulais lui dire simplement bonne nuit, j'ai ouvert la porte et il était en train de réviser. Il était en train de réviser ses devoirs, avec Misty juste à côté. Elle frappait contre le bocal, elle était aveugle, je trouvais ça marrant, et il avait allumé la lumière sur le côté. Blake était resté avec lui. Je n'avais pas besoin de prendre Blake avec moi, j'avais Morgane. Wood avait un psychologue. Dans le cas précis, c'était plutôt pour le personnel ou alors pour les laborantins. Mais comme nous faisions partie de l'expérience, que nous sommes prêtés les garants, comme nous sommes prêtés garants, que quelque part nous sommes donné un petit peu, nous nous sommes donné un petit peu au laboratoire pour pouvoir tester leur expérience. Quelque part, on faisait un petit peu partie du personnel. Alors le psychologue a décidé de nous prendre. Il nous a pris, moi et Trent, seulement moi et Trent. J'avais demandé à Morgane de patienter dans la voiture. Morgane a patienté dans la voiture avec son PC. Il a continué son travail. Il a continué son travail de designer. Il attendait dans la voiture. Et je suis allé dans le bureau. Je suis allé dans le bureau justement de ce psychologue. Ce psychologue nous a fait traverser un long couloir dont les parois étaient en cuir, éclairées par de lumières blanches. Éclairées par des lumières blanches au sol, des néons blancs, et éclairées par des lumières blanches un peu jaunâtres accrochées au mur. On a traversé ce long couloir noir et on est arrivé dans son bureau. Un bureau complètement noir, dont même les tableaux étaient noirs et uniformes, mais représentaient des paysages sombres. Les tableaux étaient entourés d'un cadre blanc et d'un cadre doré parfois. Il y avait un grand miroir sans bord. Il y avait un grand miroir qui n'était sans bord, juste une plaque de miroir posée sur un mur. À côté, il y avait un fauteuil. Il y avait deux chaises juste en face de son bureau, une chaise longue sur le côté. J'ai regardé cette chaise longue et je me suis dit que ça faisait un peu comme dans les films, ça faisait un peu cliché. Ça faisait un peu cliché comme dans les films, cette chaise longue sur laquelle on s'assied. J'ai alors souri et puis j'ai regardé le psychologue. Le psychologue a dit qu'il ne s'en servait que très peu quand il a remarqué mon expression de visage. Ensuite, le psychologue m'a demandé pourquoi est-ce qu'on vient. Et il nous a demandé si on était bien ceux qui testaient les produits, et on a dit oui.
On est bien ceux qui testent les produits. Il nous a demandé qui était qui. Trent a dit qu'il s'appelait Trent, et moi j'ai dit que je m'appelais Sam. Enfin, Samuel. Mais on peut m'appeler Sam. C'était une femme, elle nous a regardés, elle a redressé ses cheveux noirs vers l'arrière, et elle a pris un calepin et a commencé à écrire. Elle nous a demandé pourquoi est-ce qu'on venait. On a dit qu'on était en train de tester on a dit qu'on était en train de tester la première ébauche et l'un des produits suivants de WOMED, qui était une petite pieuvre, et que Trent avait peur des pieuvres. Elle a commencé à écrire, à nous regarder, faisant des bruits comme par exemple hum, hum. Elle nous a regardé et a demandé à Trent pourquoi avez-vous peur des pieuvres. J'ai mis ma main sur la jambe de Trent et je lui ai dit est-ce que tu es sûr que tu veux tout raconter? Il m'a regardé et a dit oui. Il a tout raconté dans les moindres détails. Encore une fois, je me sentais dans la même situation que lui. Je me sentais sous la coque du bateau, oppressé. Je sentais cette pieuvre s'approcher de moi. Les moindres détails étaient expliqués. La pression de l'eau, la couleur de la coque, ce qu'il y avait dans l'eau, ce qu'il voyait, comment il était à cet âge-là. Les moindres détails étaient expliqués. Il avait cette faculté d'expliquer les moindres détails comme un détective de police. Je l'ai regardé, même moi je me sentais pas bien. À un moment, la psy s'est tournée vers moi et a dit et vous, comment vous vous sentez par rapport à cette peur de lui? J'ai haussé les épaules et elle a alors remarqué mon épaule mécanique. Elle m'a dit qu'est-ce que vous avez au bras? Et j'ai alors expliqué moi-même mon traumatisme. J'ai expliqué moi-même mon traumatisme et elle m'a regardé. Elle m'a dit qu'est-ce que vous avez au bras? J'ai expliqué. Et quand elle avait tout noté, elle m'a dit je pense que cette peur profonde vient peut-être aussi un petit peu du traumatisme de Sam. Trent a haussé les épaules et a pensé que ce n'était pas vrai. J'ai vu dans son expression qu'il s'est un peu énervé. Soudain, son regard est devenu froid, livide. Ses yeux sont devenus noirs d'un brun plus foncé, sans lumière, comme des yeux livides, froids, sans expression. Il a regardé la psychologue, et la psychologue a demandé qu'est-ce que vous en pensez. Je m'étais dit qu'il allait peut-être frapper sur la table et s'énerver, mais non. Il a dit j'en pense que c'est pas vrai. Il a regardé, il m'a regardé moi, a regardé la psychologue et a dit les problèmes de Sam sont les problèmes de Sam, mes problèmes sont mes problèmes. La psychologue a dit oui, mais si on écarte un horizon, est-ce que vous pensez pas qu'on peut imaginer que ce problème s'est réveillé à cause de ses problèmes à lui? On était en pleine, en pleine discussion avec une psychologue. J'avoue que moi non plus ce qu'elle disait, j'avoue que moi non plus ce qu'elle disait comme argument, est-ce qu'elle nous donnait comme argument, ne- j'avoue que ces arguments ne me plaisaient pas non plus. Mais ils étaient très intéressants quelque part, parce que c'est vrai que ce qui m'est arrivé aurait pu réveiller certaines choses chez Morgan ou alors chez Trent. Ça a été aussi terrifiant pour eux que pour moi. À ce moment-là, Trent m'a regardé et a dit est-ce que tu penses vraiment que ça aurait pu réveiller ça chez moi? J'ai hésité à lui répondre oui parce que j'en avais très envie, mais je ne l'ai pas fait. On a fermé la porte derrière nous et on a dit même si nous ne sommes pas en accord avec certaines choses que vous avez dit, on a quand même acheté une de ces petites pieuvres, donc je pense qu'il est guéri. Elle a fermé sa porte et elle a dit très bien, si vous pensez que vous êtes guéri, je vous laisse quand même tout ce que j'ai écrit. Elle nous a laissé tout ce qu'elle a écrit. J'ai demandé si c'était pas du secret professionnel. Elle a dit non, nous sommes dans un laboratoire, ce n'est pas du secret professionnel. Même si je suis psychologue, je suis là pour maintenir simplement une activité sereine, au milieu de tous les laborantins et au milieu des personnes qui testent tout ce qu'ils font. J'ai alors pris tout de suite, je l'ai alors pris tout de suite toutes ces feuilles, tout ce qu'elle avait noté, et j'ai dit bon, ok, si c'est simplement pour maintenir une énergie positive, je prends. On est parti et dans la voiture, j'ai lu. Trent me regardait lire et me demandait alors qu'est-ce que ça dit? En conduisant et en prenant le volant, j'étais en train de lire et je lui ai dit 2 minutes. À un feu rouge, on s'est arrêté. La lumière du feu rouge éclairait l'intérieur de la voiture et les rétroviseurs à l'extérieur et à l'intérieur. Trent m'a demandé. Alors qu'est-ce qu'elle dit? J'ai lu et j'ai dit je pense pas que ça va te plaire. Je crois que tu dois le lire tout seul. Je crois que tu dois te faire ton propre avis. J'aurais peut-être pas le même avis que toi. Je lui ai alors donné les feuilles, et à l'appartement, il s'est tout aussitôt assis sur le fauteuil pour commencer à lire. Je l'ai regardé, et j'ai ouvert la porte du couloir et je suis allé dans ma chambre rejoindre Morgan. Je suis arrivé dans ma chambre et toute la lumière était éteinte. Quand je suis arrivé dans ma chambre, ce soir-là, toute la lumière était éteinte, et j'ai vu Trent avec un calepin de dessin, avec un,
Avec son calepin de dessin, j'ai vu Trent sur mon lit. Il était assis exactement à l'endroit où je m'asseyais. À côté de lui, il y avait Blake. À côté de lui, il y avait Blake qui était en train de dormir. Elle était en train de dormir, elle avait les oreilles baissées. Peut-être qu'elle ressentait qu'il ne se sentait pas bien. Peut-être qu'elle ressentait qu'il ne se sentait pas bien, qu'il était émotionnellement instable pour le moment. Je me suis assis à côté de lui. Mais d'abord en rentrant dans ma chambre, j'ai vu ce calepin de dessin aux feuilles cartonnées qui dépassait un peu. J'ai vu alors ce calepin de dessin aux feuilles cartonnées et à la page noire, à la première page noire. Je l'ai vu le tenir avec cette première page, cette première couverture du livre qui était noire et réellement cartonnée. Il le tenait et ça cachait ses épaules. Ça cachait ses épaules, son visage, ça cachait son buste. Il le tenait devant lui. À côté de lui, il y avait une boîte de fusain noir, une boîte de fusain gris, avec un fusain blanc et une gomme. À côté de lui, il y avait sa trousse d'école, et à côté de lui, une autre trousse avec des crayons. Des crayons HB, des crayons HB, de toutes différentes sortes. Il les prenait à chaque fois pour faire des traits différents, des plus fins, des plus gras, des plus noirs, des plus sombres, des plus clairs. À côté de lui, il prenait dans sa trousse un crayon et commençait à dessiner. Je voyais son bras bouger sur le côté, faire des mouvements circulaires. Je suis arrivé près de lui et ses mains étaient couvertes de fusain, étaient couvertes de marques de fusain. Ses mains étaient presque noires. Il était en train de dessiner une femme aux longs cheveux noirs, à la chevelure noire et bouclée, comme si ses cheveux étaient en train de flotter. Je lui ai dit, quand j'ai vu son dessin, ses cheveux sont en train de flotter dans les airs. Il m'a regardé et a dit non, dans l'eau, jusqu'à ce qu'il tourne le dessin et qu'il me le montre sur le côté. Il y avait des tentacules sur le côté du dos de la femme. Sur le côté du dos de la femme, enfermé à l'intérieur de cette pieuvre, il y avait ses tentacules. Il y avait ses tentacules sur le dos de la femme, partout. Et même certaines tentacules étaient redressées sur le côté, et il laissait des marques sur son corps. La jeune femme était blanche et lumineuse. Derrière elle, c'était gris, un peu foncé. Derrière elle, c'était d'un gris un peu foncé, un gris un peu lumineux. Un peu illuminé son dessin, mais aussi un peu sombre, un peu clair-obscur le dessin qu'il faisait. La pieuvre très sombre. Derrière, tout ce qui était gris, un peu clair. Mais le corps de la femme était blanc. Le corps de la femme, lui, était blanc et lumineux, comme s'il était éclairé par une forte lumière blanche venue d'un récif. La pieuvre, autour d'elle, laissait des marques sur son corps, des marques de ventouses, des marques de griffures. Je lui ai demandé ce que ça faisait de dessiner ça, ce que ça lui faisait de dessiner ça, si c'était comme une thérapie au lieu de parler. Il m'a regardé et m'a dit que ça faisait du bien, en faisant les courbes du corps de la femme, en faisant les courbes du corps de la femme, en faisant l'arrière de la femme, en faisant ses fesses, en faisant ses jambes qui étaient repliées sur le sol. Elle volait. Elle volait à l'intérieur de l'eau, je suppose. Elle avait ses jambes qui étaient elle avait ses jambes qui ne touchaient pas le sol, et plein de rochers autour d'elle. La méduse était sur son épaule. La méduse était posée sur son épaule. Elle avait plein de petites méduses posées sur son épaule, représentant peut-être des fleurs. Elle avait plein de petites méduses sur son épaule. Plein de petites méduses sur ses deux épaules. Et elle avait le reste de la pieuvre qui était posée juste sur son dos, en dessous de son bras. Elle la tenait contre elle, avec son bras posé sur sa tête et posé sur son œil. Je regardais ce dessin, très attentivement, chaque détail qu'il rajoutait quand j'étais à côté de lui, et je lui ai demandé « Qu'est-ce que ça te fait ?» Il m'a dit que ça lui faisait du bien, mais que la chose qui lui faisait plus de bien, plus que dessiner, c'était que Blake soit à côté de lui. C'était que Blake ait fermé les yeux, se soit reposée sur sa jambe, comme elle le faisait avec moi, et qu'elle ait baissé les yeux, qu'elle le regardait, et qu'elle ne le regardait pas. Elle était en train de dormir à côté de lui, et moi je me suis endormi près de lui. Je me suis simplement couché près de lui, regardant les mouvements de son crayon, regardant les mouvements de son fusain, et de son mouchoir qui était couvert de fusain et de poussière de fusain. De poussière de fusain qui tombait sur mon coussin, qui tombait sur mon oreiller,
sur ma couverture blanche. J'en avais rien à faire parce que quelque part je savais que c'était de la poussière, et la poussière ne s'accrochait pas sur ce dont elle tombait. Donc je le regardais dessiner. Je le regardais dessiner patiemment, comme Blake à côté, de l'autre côté. Et lui continuait à dessiner jusqu'à ce que son dessin soit fini. À un moment, il l'a posé sur le côté et je l'ai regardé. Debout, j'ai dit qu'il était super, appuyé contre la porte. Je lui ai demandé d'où ça lui était venu. Il a levé les yeux, haussé les épaules, m'a regardé et a dit de mes traumatismes. Trent, toute la nuit avec sa mini-pieuvre, faisait des recherches sur ses rêves. Il faisait des recherches sur ses rêves, il faisait des recherches sur la compréhension des rêves, sur la compréhension des cauchemars, sur ce qu'ils peuvent signifier. À un moment, il m'a dit, en me réveillant pendant la nuit, il devait être 3 heures du matin, il m'a dit que les rêves où on perdait nos dents, c'était qu'on ne savait pas dire quelque chose, que cette chose était tellement enfoncée profondément à l'intérieur de notre âme, à l'intérieur de notre subconscient, qu'on ne savait pas les faire sortir. Alors on en perdait les mots. Quand on se trouvait devant la personne devant laquelle on avait envie de dire ça, à laquelle il fallait qu'on le dise, on ne savait pas le dire. Si on faisait ce genre de rêve où on perdait nos dents, c'était que quelque chose était tellement enfoui profondément, qu'on l'avait enfoui tellement profondément pendant longtemps, alors qu'il fallait le dire depuis longtemps, qu'on ne savait plus le dire. C'était impossible pour nous. Il m'a dit que les rêves où on perdait nos cheveux, que les rêves où on perdait nos cheveux, c'était souvent lié à la beauté, ou alors à peut-être une envie amoureuse par rapport à quelqu'un, par rapport à une fille, un homme, peu importe. Il m'a dit que les rêves où on montait des escaliers et que les escaliers continuaient. Comme si sur place, tu faisais du surplace, tu ne te rendais pas compte. Mais c'est l'escalier qui avançait, qui tournait en rond. Comme si tu étais sur un tapis roulant. C'était que tu cherchais à atteindre un objectif que tu ne pouvais plus atteindre. J'étais fasciné par ses recherches, et je l'écoutais attentivement. J'étais suspendu à ses lèvres, suspendu à son regard qui pétillait quand il regardait ses articles. Son regard qui pétillait quand il regardait ces articles écrits par des psychologues, des études qui ont été faites. Il m'a dit que certains rêves sont différents. Quand tu rêves d'un animal, c'est que tu rêves de liberté. Quand tu rêves d'un animal qui court vite, c'est que tu rêves de beaucoup de liberté. Je l'ai regardé, et je lui ai dit, comment tu sais tout ça? Il m'a dit que j'ai lu des articles. Il m'a dit, j'ai lu des articles, donc je suis resté à côté de lui. J'ai vu sa petite pieuvre qui frappait contre J'ai vu sa petite pieuvre qui frappait alors juste contre son petit bocal en métal, qui était rond, qui était circulaire. Elle frappait, elle était aveugle, ça me faisait marrer. Ça me faisait rire. Il a pris sa petite pieuvre, qui, il a pris sa petite pieuvre qui s'appelait Misty Day. Je l'ai regardé, et j'ai pensé à la vraie Misty Day dans American Horror Story. À ce moment-là, il a pris sa petite pieuvre et a continué ses recherches. Il a tapé rêve sur les pieuvres. Apparemment, les pieuvres, c'était quelque chose qui pouvait être en lien avec tout ce qui est, avec en lien de tout ce qui est tout ce qui est notre, tout ce qui est notre arbre généalogique, tout ce qui est les personnes qui ont notre famille. Par exemple, tout ce qui nous est héritable. Tout ce qui nous est héritable, ça peut nous hériter, nous rendre nerveux, nous rendre vraiment en colère, parce que c'est en lien avec notre famille. Et on ne peut pas aimer toute notre famille. Apparemment, c'est en lien avec tout ce qui est dans notre famille, donc notre arbre généalogique. Donc tout ce qui est héréditaire, tout ce qui est héréditaire, c'est en lien avec ça. Donc apparemment, les branches de notre arbre généalogique sont représentées par les branches de notre arbre généalogique sont simplement représentées par les nombreuses tentacules de la pieuvre. La pieuvre représenterait tout ce qui est héréditaire ou hérédité. Tout ce qui est simplement un héritage. Je lui ai demandé, je lui ai posé la question, je me suis assis à côté de lui, et je lui ai dit, est-ce qu'il y a longtemps, t'aurais pas eu un héritage qui était censé te revenir, mais qui t'a été volé par quelqu'un, ta mère, ton père, tes 2 sœurs? Est-ce que tu devais pas hériter d'une somme d'argent, d'une maison, d'un endroit, et que ça t'a été volé? Est-ce qu'on t'a pas volé quelque chose que tu souhaites simplement récupérer? Il m'a regardé et m'a dit non. Il a regardé son PC, a fermé son PC. On a commencé à parler toute la nuit. On a cherché tous les deux. Je lui ai dit, si les pieuvres, ça te fait peur, et que c'est en lien avec tout ce qui est hérité de quelque chose, avec hérédité,
ou alors avec l'héréditaire. Si c'est en lien avec ça, est-ce que tu n'as pas eu quelqu'un dans ta famille que tu ne connaissais pas? Est-ce qu'on t'a pas parlé d'un frère, un frère que tu ne connais pas? Est-ce qu'on t'a pas parlé d'une fausse couche ou quelque chose comme ça? Je l'ai regardé, il m'a regardé, il m'a dit non, absolument pas. On a commencé à parler toute la nuit. Un moment, Morgan s'est réveillé, a regardé et a ouvert le PC de Trent. Il a regardé ses recherches et a dit des recherches sur les rêves. Trent a haussé les épaules et a dit oui, je veux comprendre. Je veux comprendre ce qui m'arrive. Morgan a dit c'est qu'un simple rêve. C'est qu'un simple rêve. Trent a fermé son PC et lui a pris le PC des mains. Il lui a dit et tu penses pas que les rêves ont un langage? Tu penses pas que les rêves veulent nous dire quelque chose? Apparemment, si tu rêves et que tu perds tes dents, c'est que tu as quelque chose à dire mais que tu n'arrives pas à le dire. Si tu rêves que tu perds tes cheveux, c'est que c'est souvent lié à la beauté, à l'amour, à tomber amoureux. T'es amoureux de quelqu'un, t'as l'impression qu'à côté de lui, t'es moche. C'est souvent lié à ça, que t'es moche ou alors que t'es moins beau, que t'es moins bien. C'est lié à une sorte de faiblesse quelque part. Si tu marches sur un escalier et que t'as pas l'impression d'avancer, c'est que tu veux atteindre un objectif que tu ne peux plus atteindre. Les rêves ont bien des langages, bien plus de langages que nous. Morgane a regardé ces articles et les a lus. Ensuite, je lui ai dit oui, les rêves ont des langages. Donc, à mon avis, il faut qu'on cherche ensemble. On a cherché toute la nuit, on a parlé de pourquoi est-ce qu'il avait peur des pieuvres. Et il nous a un peu ressassé tous des souvenirs qui faisaient partie de sa famille, de ses frères et sœurs. On a écouté, mais rien ne faisait partie d'un héritage, rien ne faisait partie d'une somme d'argent ou d'un endroit qu'il devait récupérer, et qui lui a été volé. Alors on n'a pas trouvé pourquoi il avait réellement peur des pieuvres, mais maintenant qu'il avait Mistidée avec lui, qu'il avait sa petite Misty, quelque part il n'avait plus réellement peur. Donc c'était quelque part un petit peu inutile. Mais il fallait qu'on le fasse. Il fallait qu'il le fasse pour pouvoir se libérer d'un deuxième poids. Le lendemain, je suis arrivé et je me suis appuyé sur la table du bar. Je me suis appuyé sur la table du bar de la cuisine, regardant le saladier à l'intérieur duquel il y avait des fruits, divers fruits. Le fruit du dragon, un ananas. Il y avait un ananas, le fruit du dragon. Il y avait des litchis. Des litchis, il devait y en avoir au moins une dizaine. Il y avait aussi beaucoup de fruits différents, comme par exemple des figues, des pommes. Des pommes, un fruit assez fréquent. Et j'ai regardé tous ces fruits différents, des bananes, et des fruits exotiques, comme par exemple aussi d'autres fruits japonais dont je ne connaissais le nom. Ma mère avait une habitude très bizarre d'acheter des fruits dont je ne connaissais pas le nom, des fruits japonais qui venaient d'un peu partout. Je regardais ces diverses couleurs qui étaient dans le saladier, et j'ai pris un moment une pomme bien rouge, dans laquelle je pouvais même voir le reflet du lustre et le reflet du ventilateur qui tournait autour de moi, le ventilateur en bois avec 6 hélices. J'ai levé les yeux, j'ai regardé le plafond, je me suis assis à côté de Trent, j'ai croqué dans la pomme et je l'ai regardé. Je lui ai dit alors, tu fais des recherches supplémentaires sur les rêves? Et il m'a dit non. À un moment, il m'a dit tu veux bien me passer un litchi? J'en ai juste pris un. Je lui ai dit attention, réflexe, et je lui ai lancé. Il l'a rattrapé, sans me regarder. Sans me regarder, il l'a rattrapé, c'était stupéfiant. Je me suis assis à côté de lui, et je lui ai dit alors si tu fais pas des recherches sur les rêves, tu fais des recherches sur quoi? Il m'a dit je fais des recherches sur ma famille. Ma famille est blindée, ils ont commencé à faire fortune dans les caméras. C'est bien pour ça que ma maison est une caméra entière. Tu te souviens de ma maison? Je l'ai regardée et j'ai dit oui, comment je pourrais oublier ta maison? Ta maison fonctionne entièrement avec des caméras, avec un système de surveillance. Je sais que ta famille a fait fortune dans les caméras et dans la surveillance. Alors oui, je m'en souviens bien. Il était en train de faire des recherches et apparemment une maison devait lui être due. Une maison devait lui être due, un endroit, un terrain sur lequel il pouvait construire. Un endroit sur lequel il pouvait construire sa propre maison. Et sa maison serait financée par les frais de la société de son père et de sa mère, qui ont fait fortune dans les caméras de surveillance et dans les systèmes de surveillance HD haute définition. À un moment, il m'a regardé et il m'a dit ce terrain se trouve un peu plus loin. Ce terrain se trouve un peu plus loin que ma maison, mais proche de ma maison. Un peu plus loin, d'ailleurs, près d'une autoroute. À mon avis, je crois qu'il y a une route qui passe juste devant. Je sais pas laquelle, mais il y a une route à 9 voies qui doit passer juste devant. La maison se trouve enfoncée dans la forêt, mais c'est un terrain assez vague, un terrain qui pourrait me plaire. J'ai toujours dit à mes parents que je voulais vivre dans la forêt. Je l'écoutais, il parlait assez vite. Il avait l'air nerveux.
À un moment, je me suis mis derrière lui et je lui ai dit « Calme-toi, calme-toi ». Et il m'avait dit « Oui, mais c'est pour ça, c'est à cause de ça. Quelque chose m'est passé sous le nez et je sais pas comment. Et depuis, j'ai peur des pieuvres. C'est aussi à cause de mon traumatisme en partie, à cause de mon traumatisme à la plage. Mais c'est aussi à cause de ça, je suis sûr que c'est à cause de cette fortune qui devait me revenir. C'est à cause de cette maison, ce terrain qui devait me revenir. » Là, je l'ai regardé et je lui ai dit « Écoute, si tu veux, on va voir. » On a pris ma voiture, j'ai réveillé Morgane qui dormait encore. Morgane dormait encore, je l'ai réveillé et je lui ai dit qu'on avait trouvé. Morgane est arrivé. Il a lu ce qui était sur le, il a lu ce qui était sur le PC de Trent. Son PC, il l'a fermé, il l'a posé sur le côté, l'a mis dans la chambre. Et quand il avait lu tout ça, il a pris sa voiture, il a dit j'ai la plus grosse voiture, on part avec ma voiture. De toute manière, on va en forêt, donc on part avec ma voiture. À ce moment-là, quand on est parti avec sa voiture, on est arrivé en forêt devant un terrain d'ailleurs qui avait été creusé. Ce terrain qui avait été creusé, il y avait un trou de la taille d'une cave. Les caves avaient été commencées à être faites. Les caves étaient commencées à être faites, elles n'étaient pas terminées, mais ça commençait à être terminé. Le chantier n'était pas terminé non plus. Mais quand j'ai commencé à me pencher au-dessus des caves, quand j'ai commencé à me pencher au-dessus des caves, j'ai commencé à sentir une odeur de soufre. J'ai vu Trent qui voulait glisser sur une planche en bois, marcher sur cette planche en bois pour arriver en bas, et commencer à marcher et voir l'étendue de sa maison, de la maison qui était censée lui revenir. Mais j'ai mis ma main sur son torse, sur ses épaules, et je lui ai dit « Non, ne descends pas ». Il m'a demandé pourquoi. Il m'a demandé pourquoi et m'a dit « On est bien venu ici pour régler un problème ». Je lui ai dit « Oui, mais pas pour se foutre une maladie ». Il m'a demandé comment ça en haussant les épaules. Je lui ai dit « Je me suis penché en avant, j'ai senti une odeur de soufre. Le soufre est ultra toxique. Ne descends pas ». À mon avis, ils n'ont pas encore mis l'isolation. On a regardé la maison un instant, et Trent est parti en disant « Oui, mais cet endroit était censé me revenir ». Je lui ai dit « Je sais que tu es fâché, mais tu te fâcheras à la maison ». Il a alors envoyé un mail à la société de sa mère et de son père en disant tout simplement « Je veux que vous me disiez la vérité ». Un simple mail dans lequel il était écrit simplement ça « Je veux la vérité ». Il était écrit « Je veux la vérité ». Je veux vous rencontrer, je veux vous voir, je veux que vous me disiez la vérité. Tout de suite, on lui a répondu après, la vérité sur quoi? Il a envoyé alors un mail tout aussi court, soyez pas con, je veux la vérité. Ses parents sont alors arrivés. En disant on est en chemin, en répondant par mail on est en chemin. J'ai demandé s'il voulait que j'ouvre la porte déjà maintenant. Assis sur le fauteuil, il m'a dit non. Je vais attendre qu'ils soient en bas, je vais attendre à la fenêtre. Et il s'est mis alors à la fenêtre, assis au bord de la fenêtre, sur le fauteuil qui longeait la baie vitrée, et il regardait les voitures passer. Je me suis mis à côté de lui et je lui ai dit « T'es sûr que tu vas reconnaître la voiture de tes parents ?» Il m'a regardé d'un simple regard, et j'avais compris que ça voulait dire oui. Un soir, j'ai dit à Trent « Allez viens, j'ai une surprise pour toi ». Trent m'a suivi, on est allé dans ma chambre, j'ai ouvert la porte, et il m'a dit « Elle est où la surprise? Ça c'est ta chambre de d'habitude ». Je l'ai regardé et je lui ai dit « Pas vraiment ». J'ai sorti mon drone, je l'ai mis devant lui, et je l'ai allumé. Il s'est allumé, et a dit « Bonjour Trent ». J'ai regardé mon drone, et j'ai dit « Drone, je veux que tu parles avec Trent. Il a besoin de dire des choses, il a besoin de s'exprimer. Je veux que tu parles. Je veux que tu fonctionnes avec lui. Je veux que maintenant tu ne fonctionnes plus avec moi, mais avec lui. » Le drone m'a regardé, il m'a scanné, il s'est retourné et a regardé Trent. Il a scanné Trent et a pris son empreinte digitale. Il a pris son empreinte digitale rien qu'en le scannant. Il s'est accroché à lui et s'est détaché de moi. Je lui ai alors donné une petite puce transparente. Une sorte de clé plate. Je lui ai mis en main, je lui ai dit serre-la très fort. Elle te permettra d'avoir un lien avec lui. Un lien émotionnel. Tu peux lui parler, lui dire tout ce que tu veux. C'est ça que je t'offre. Je t'offre mon drone pendant un temps, autant que tu as envie. Mais je t'offre mon drone, on va dire, pendant 2-3 heures, ou voire même jusqu'à ce soir. Autant que tu as besoin, tu peux lui parler. La seule chose que j'ai à te dire avant que tu commences à parler avec lui, c'est qu'il va enregistrer toutes les conversations.
Alors c'est pas du vol, je ne veux pas te voler, je ne veux pas savoir ce que tu as à dire, je veux juste que tu te sentes, je veux juste que tu te sentes en confiance avec lui. Mais il a aussi enregistré tout ce qu'on s'est dit. Il enregistre, c'est un drone. C'est un drone, il fonctionne un peu comme un PC, il enregistre tout. Si tu veux, après, soit je retirerai la puce mémoire, là où il aura tout enregistré. Après, je retirerai soit la puce mémoire, la clé USB-C. Je te la donnerai et t'en feras ce que tu veux. Tu la brûles, tu la détruis, tu la casses. Ou alors tu la gardes très précieusement. Je m'en fous. Ce sont tes souvenirs. Il s'est assis par terre, j'ai fermé la porte. Et je lui ai dit, je te laisse tranquille. J'ai été dans la cuisine et Morgan est arrivé. Il m'a dit, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé Morgan et j'ai dit, je lui ai offert mon drone. Je lui ai offert mon drone pour quelques, pour quelques heures, voire même jusqu'à ce soir s'il en a besoin. Il est en train de lui parler. J'entendais la conversation à travers la porte. De temps en temps, j'allais dans le couloir, je m'asseyais contre la porte de la chambre d'amis. Je m'asseyais contre la porte de la chambre d'amis et j'entendais la conversation. Il lui parlait et à l'intérieur, Trent devait très certainement être en train de regarder le drone. Le drone écoutait attentivement ce qu'il disait. Trent lui parlait de ses peurs les plus profondes, lui parlait de sa famille, lui parlait de tout ce qui l'a blessé. Et à un moment, le drone, le drone a commencé à écrire sur une page virtuelle qui est apparue juste devant lui. Le drone a fait apparaître juste devant lui une sorte de page virtuelle qui sortait du côté de son cou. Et tout ce que Trent disait, tout ce que Trent disait, et tout ce que le drone répondait, était écrit. Tout ce que Trent disait était écrit en blanc. Tout ce que le drone répondait était écrit en rouge. Sur un fond, sur un fond vert, sur un fond vert, sur cette page qui s'illuminait juste devant lui. Eh bien, ce n'était pas vraiment une page, c'était plus une sorte de retranscription en direct. C'était une sorte de retranscription en direct et il retranscrivait en direct sur cette retranscription un hologramme. Tout ce que disait Trent était écrit en blanc. Tout ce que répondait le robot était soit écrit en noir, soit alors écrit en rouge. Et c'est comme ça qu'il enregistrait. Trent se sentait alors plus rassuré. Quand le robot montrait l'enregistrement en direct, une retranscription en direct était montrée. Quand il montrait qu'il enregistrait tout, à chaque fois il y a une page qui se numérotait et la deuxième page disparaissait. L'autre page vierge apparaissait et la seconde page, une fois qu'elle était terminée, l'autre page réapparaissait, numérotée à la centième, numérotée à la 101e, numérotée à la 102e, à la 103e, et ainsi de suite. Une fois que c'était terminé, Trent est arrivé dans le salon. Il m'a regardé, il m'a remercié, a posé la petite puce rectangulaire sur le côté du bar. Je l'ai récupérée et je lui ai dit alors t'as pu lui parler? Est-ce que ça te fait du bien? Il s'est assis sur le fauteuil, je suis venu à côté de lui et il m'a dit oui, ça m'a fait du bien. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé qu'il me montre tout en retranscription en direct, qu'il montre tout ce qu'il a enregistré. J'ai été alors, j'ai été alors dans ma chambre, surpris. J'ai pris la clé USB qui était dans son dos, que j'avais mise moi-même. Je lui avais dit que je le mettais. J'avais dit à Trent que je mettais cette clé USB, qu'il enregistrait tout, que je faisais ça avec lui quand j'avais besoin de lui parler. Il enregistrait tout. Ensuite, j'ai récupéré cette clé USB. Je lui ai mise en main, je lui ai dit voilà, t'en fais ce que tu veux. Toute la discussion que vous avez eue ensemble pendant des heures y est. T'en fais ce que tu veux, tu la brûles, tu la casses, c'est tes souvenirs, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu lui as dit, c'est tes souvenirs, c'est ce qui t'a répondu. T'en fais ce que tu veux. Il l'a prise, a été prendre un couteau. Il l'a prise, a été prendre un couteau dans le porte-couteau. Et avec le manche du couteau, il l'a tout de suite cassé sous nos yeux. Morgan et moi l'avons regardé, et quand on l'a regardé et qu'il l'avait cassé sous nos yeux, il nous a regardés tous les deux et a dit voilà, l'affaire est réglée. Pas besoin de la brûler, pas besoin de la cacher, pas besoin de la garder précieusement. C'est réglé. Il a ramassé tout dans la paume de sa main et a versé tout dans la poubelle. Je l'ai regardé et je lui ai dit ah, tu voulais vraiment que tes souvenirs disparaissent à jamais. Il n'a rien dit, est retourné sur son PC et a continué ses devoirs pour le lycée. Je suis venu à côté de lui et je lui ai dit ça va, t'es sûr? Il m'a regardé et a dit oui, oui, en continuant à poser ses deux mains sur le clavier. Dans ma chambre, j'ai demandé à Trent de venir.
Trent est arrivé et je lui ai montré mon drone. Il m'a regardé et a dit: mais j'ai déjà utilisé ton drone, pourquoi est-ce que tu me le montres? Je lui ai dit: bon, mon drone a une autre fonction, c'est qu'en fait, même si tout a été retenu dans une clé USB-C et que tu l'as détruite, lui a tout retenu dans son disque mémoire. Il a tout retenu dans son disque mémoire, il retient tout. Tout ce que je lui dis, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit, les odeurs, tout ce qu'il sent. Quand je le range sous mon bureau, il retient ça. Il retient les heures qu'il a passées à être éteint. Il retient les heures qu'il a passées à être mis en veille. Toutes les mises à jour qui ont été faites. Toutes les mises à jour qui ont été faites, il le retient. Bref, c'est comme s'il s'arrêtait jamais de fonctionner, c'est comme un cœur. C'est comme un cœur, c'est comme s'il ne s'arrêtait jamais de fonctionner. Ton cœur ne s'arrête jamais de battre et de pomper du sang. Lui ne s'arrête jamais de fonctionner et de calculer tout ce qu'il fait. Il calcule les heures qui passent, le temps qui passe, les secondes, les minutes. Il calcule chaque mot, chaque point, chaque nombre de lettres qu'on utilise. Il calcule tout. La moindre odeur, la moindre des choses qu'il touche. Le sol de ma chambre, si c'est le tapis de ma chambre, le sol de ma chambre, quand il le touche, il le calcule. Et il le garde en mémoire. Il le garde en mémoire qu'il a touché le sol de ma chambre, le tapis de ma chambre, le tapis gris. Il calcule que ce tapis gris avec le drapeau des... Il calcule qu'il aura touché ce tapis gris avec le drapeau britannique. Il calcule qu'il l'aura touché à 12h20. Il calcule qu'il l'aura touché le soir à 21h. Il calcule qu'il l'aura touché le soir un peu plus tard quand on parlait. Quand on parlait, il calcule qu'il avait touché ce tapis avec ses mains et qu'il s'était mis en veille à 23h quand on s'est endormi. Il calcule qu'il a touché ce tapis gris. Il calcule qu'il a touché ce tapis gris quand il s'est réallumé pour faire une mise à jour à minuit et à 1h du matin. Quand on était en train de parler, il a calculé la moindre des lettres utilisées dans le mot, la moindre des choses qu'on a dites, la moindre des choses qu'on s'est dit, la moindre des échanges qu'on a eus. Quand c'était Morgane qui parlait, il calculait que c'était Morgane. Il différenciait ta voix à la mienne, il différenciait la voix de Morgane à la tienne, la mienne à celle de Morgane. Bref, il calcule tout. Donc ce que je veux te dire, c'est qu'il faut maintenant effacer tout ce que tu lui as dit. Alors je voudrais savoir, est-ce que tu m'autorises tout simplement à voir et à regarder, à écouter? Est-ce que tu m'autorises à écouter et à lire tout ce qu'il a enregistré? Trent m'a regardé, s'est accroupi à côté de moi. J'ai mis alors le robot. J'ai mis alors mon drone. J'ai mis alors mon drone au milieu de ma chambre et j'ai ouvert son dos en deux. Dans son dos en deux, il y avait une sorte de pièce jointe qu'il fallait ouvrir. Elle s'est ouverte, montrant toute la discussion page après page. Elles sont alors apparues. Elles sont apparues sur le côté, à côté de nous deux. Elles sont apparues sur le côté, à côté de nous deux, en retranscription, pas en direct, parce que c'était des pages qui dataient d'il y a quelques jours. Il y a une soirée. Elles sont réapparues, en hologramme, et j'ai tout vu. J'ai tout ouvert et j'ai tout lu. Trent était à côté de moi. Il regardait le mur, regardait son GSM. Une fois que j'avais tout lu, je lui ai dit que c'était bon. Il est revenu près de moi et a regardé toutes les pages qui avaient été écrites, toutes les pages qu'il avait retenues. J'ai alors pris toutes les pages, j'ai fait apparaître un icône poubelle, un icône corbeille sur le côté. J'ai été prendre ça dans son dos, sur l'écran qui apparaissait dans son dos. J'ai refermé son dos et j'ai tout mis dans la corbeille. La corbeille, j'ai été la mettre dans un endroit qu'on appelait le néant. L'endroit qu'on appelait le néant, c'était le seul endroit où on pouvait effacer la mémoire du robot. C'était une sorte de rond noir, on pouvait imaginer comme un néant, comme un trou noir. À l'intérieur, dès qu'on y mettait quelque chose, elle disparaissait à jamais. Effacée de sa mémoire, il ne s'en souvenait plus. Même plus les odeurs, même plus la voix des personnes, plus rien. Il ne se souvenait plus de rien. Alors j'ai tout mis là-dedans. J'ai tout pris en un paquet, tout superposé, toutes les pages superposées en hologramme, je les ai prises. Avec les échanges écrits en blanc pour toi, avec les échanges écrits en noir ou en rouge pour lui. J'ai tout pris et j'ai tout enfermé dans le néant. J'ai fermé le néant, je l'ai supprimé. J'ai même supprimé l'application, plus rien. Il ne savait plus rien de toi, il était de nouveau connecté à moi. Je l'ai reconnecté à moi. Je l'ai remis debout et il s'est reconnecté à moi. Je lui ai dit: reconnecte-toi à moi. Il m'a alors scanné de nouveau avec son laser rouge, a passé alors tout mon corps en revue. Il a passé tout mon corps en revue et il m'a regardé. Une fois qu'il m'avait revu, il m'a dit:
Maître, c'est vous? Je lui ai dit oui, c'était moi, posant ma main sur le torse de mon drone. Il a senti alors mon empreinte, il a senti alors mon empreinte, l'empreinte de ma main, l'empreinte de la paume de ma main, les lignes de ma main, il les a senties. Il a senti la chaleur de mon corps et m'a reconnu. Il m'avait scanné encore une fois. Il s'est tourné vers toi et t'a demandé comment est-ce qu'il t'appelle. Je t'ai regardé et j'ai dit ah oui, c'est vrai, quand tu fais ça, il faut que tu repartes à zéro. Alors il t'a scanné encore une fois et tu as dit que tu t'appelais Trent. Tu as dit ton âge, 21 ans. Il t'a scanné et t'a enregistré dans sa mémoire. C'était comme une sorte de mise à jour où tu supprimais tout ce qu'il avait appris depuis qu'il avait été conçu. On venait de tout supprimer et j'ai vu que tes yeux se sont illuminés. Tu as regardé par la fenêtre, tes yeux se sont illuminés et tu as regardé la lumière du soleil se reflétant sur la One Tower, sur la tour Chrysler et sur l'Empire State Building. Je voyais apparaître la ville de New York dans tes yeux. Tu étais à nouveau heureux. Tu étais à nouveau heureux et serein, calme. Tu t'es tourné vers moi. Tu m'as regardé. Tu as passé ta main. Tu as passé ta main dans ma nuque. Tu as passé ta main sur mon cou, dans ma nuque. Tu m'as embrassé et tu m'as dit merci. Je suis allé m'asseoir sur le fauteuil. J'ai pris ton livre et j'ai regardé. J'ai ouvert une page et j'ai dit c'est quoi que tu lis? Tu l'as pris et tu as commencé à faire une lecture à voix haute, mais seulement d'un petit chapitre. J'ai tout de suite reconnu le livre.